Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le podcast Parlons de votre mental. Dans cet épisode, je vais accueillir un athlète qui est sur plusieurs disciplines, mais également un coach de vente et un consultant sportif. J'ai le plaisir d'accueillir Jeff Tatar. Eh ben, bonjour et merci pour cette invitation, Sébastien. C'est un privilège, je le considère comme un privilège de pouvoir s'exprimer sur quelque chose qui me passionne autant et j'espère pouvoir apporter peut-être des choses supplémentaires qui n'auraient pas été vues ou évoquées par d'autres speakers. Donc, je suis très curieux de savoir quelles sont les questions que tu vas me poser. Et en tout cas, j'espère pouvoir répondre le plus précisément possible. C'est avec plaisir que je t'accueille sur le podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Ouais, alors mon métier, avec une forte analogie au sport, consiste à coacher les forces de vente. Donc, c'est d'amener les vendeurs à leur maximum de leur potentiel, de les développer en termes de compétences. Cerise sur le gâteau, parfois d'identifier des talents ou des potentiels ou des hauts potentiels pour peut-être utiliser leurs compétences sur d'autres registres de l'activité sur laquelle se développe notre société. Et d'une certaine façon, et avec, comme je vous le disais, une forte analogie au sport, mon métier, il consiste essentiellement à travailler sur des axes d'amélioration et à capitaliser sur les forces de l'individu. C'est super ça, on va travailler sur l'humain. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton mental, que ça soit aussi bien dans tes passions que dans ton travail. Mais avant, on va faire notre petit rituel du podcast, c'est-à-dire on va commencer par ton portrait chinois, si tu es d'accord. Très curieux, ouais, avec plaisir, je me prête à l'expérience. Bon, je te rappelle le principe. Je te pose une question, tu y réponds, mais par contre, tu justifies. D'accord, très bien. C'est les règles claires. On y va, c'est parti. Donc, si tu étais une couleur, Jeff, tu as laquelle? Probablement jaune. Et pourquoi jaune? Alors en fait, ça me vient assez spontanément, mais aussi parce que dans mes formations, il y a un modèle qui est assez connu dans les départements ressources humaines qui s'appelle le DISC Insight, qui consiste
visualiser le monde en couleurs et notamment les caractères des gens avec lesquels on est amené à avoir des interactions au quotidien. La couleur qui ressort, il y a 4 couleurs. Alors je vais pas forcément expliquer le mode de fonctionnement, mais dans les 4 couleurs qui ressortent, en priorité me concernant, c'est le jaune. Donc je cohabite, je crois, avec le jaune depuis que je connais ce modèle. Et donc assez naturellement ou spontanément, c'est le jaune qui me vient à l'idée quand tu me demandes de me représenter par une couleur. Bon, jaune, c'est comme maillot jaune, je crois que tu fais du vélo en plus. Bien joué. Si c'était un livre, tu choisirais lequel? Bon, le dernier que j'ai lu, L'art de l'agnac de Angela Duckworth. Alors c'est pas forcément un livre comme on l'entend, c'est plutôt un manuel pratique de psychologie. Et juste pour resituer qui est Angela Duckworth, c'est une professeure en psychologie à l'université de Pennsylvanie et elle s'est intéressée un petit peu à tous les gens qui avaient du succès, notamment les chefs d'entreprise, les gens investis en politique ou dans l'associatif, mais aussi bien naturellement les athlètes, les sportifs, les champions. Et elle a essayé de trouver ou de s'accorder sur un dénominateur commun à toutes ces populations. Bon voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu, mais plus comme un manuel à relire régulièrement. C'est comme ça que je le caractérise, on va dire. Tu devais partir sur une île déserte, c'est que tu devais prendre un objet. Tu prendrais quoi comme objet? Bonne question. J'allais dire mon téléphone, mais non, si je pouvais m'en passer, ça serait quand même plutôt cool. Non, le livre de Angela Duckworth, il peut avoir son intérêt là où j'irais, ouais. Donc je prends ce livre alors. Il y aura le livre aussi. Si tu étais à un moment de la journée, tu choisirais lequel? Sunrise ou sunset? Non, plutôt le lever en fait. Le lever du jour, j'aime bien. J'aime bien voir le jour se lever et en fait, peu importe l'endroit, j'ai l'impression que je l'aime partout, que ce soit au bord de l'eau, dans la forêt ou même en ville. J'aime bien le lever du jour, donc le lever du jour. Tu devais choisir un art. Lequel choisirais-tu? Je connais pas bien, mais je suis assez fasciné par tous les arts martiaux. Plein de raisons. C'est quelque chose qui m'inspire et pourtant je le connais pas bien. Mais je demande qu'à en connaître davantage et notamment à aller visiter toutes ces cultures asiatiques. La plupart du temps, ça vient de cet endroit-là du monde. Donc, les arts martiaux plutôt. C'est noté. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? Ouais, je crois. Ouais, la joie, je pense. La joie, ouais, j'allais dire la constance, mais en fait, s'il y a de la constance, c'est parce qu'il y a de la joie. Donc, à chaque fois, le dénominateur commun à toutes ces qualités, je crois que c'est la joie. Et je pense que s'il fallait miser sur une seule qualité, la joie, c'est peut-être celle qui appelle toutes les autres. Donc, la joie, c'est peut-être un bon investissement, finalement. Si tu étais un mot, tu choisirais lequel? Encore la joie. Bonheur. Alors, dans ces cas-là, on va rester dans le champ lexical de la satisfaction, donc bonheur, on va dire. Allez, une petite dernière, si tu étais une saison, tu choisirais quelle saison? J'aime bien l'automne. On est en plein dedans. J'aime bien les couleurs. J'aime bien ce que, je sais pas, ça me fait penser un peu à la sagesse, à l'âge de, enfin, si on faisait une analogie à l'humain, ouais, un espèce de vieux sage qui nous dit un petit peu ce qu'il faut faire. Donc j'aime bien écouter le printemps. Pardon, j'aime bien écouter l'automne, excusez-moi. Bon, c'est révélateur, t'aimes bien le printemps aussi. Ouais, j'aime bien toutes les saisons, mais non, l'automne quand même, je préfère l'automne. T'aimes bien l'hiver, même quand tu vas courir et qu'il pèle? Ouais, ça nous rappelle qu'on existe. Non, j'aime bien l'hiver aussi, ouais. J'aime bien l'hiver, je suis né en décembre. Je suis né 18 décembre, donc 18 décembre, c'est encore l'automne. Mais j'aime bien l'hiver parce que pour moi, ça me rappelle les crosses. Et quand tu fais de la course à pied, c'est plutôt le carrefour de toutes les disciplines de la course à pied. Donc le cross, ça me laisse de bons souvenirs et j'ai l'impression que c'est là où je me suis un peu éduqué, on va dire. On va aller dans le vif du sujet. On va parler de ton mental, mais avant, on va faire un petit crochet par ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours? Si on parle de performance en soi, je suis un peu déçu. Je m'attendais probablement à mieux, mais pourtant, si on parle en termes d'accomplissement, je suis plutôt satisfait. Je me rends compte qu'au quotidien, j'ai finalement pas beaucoup de contraintes. Et puis, s'il y en a, j'ai quasiment systématiquement un bénéfice concret à récupérer derrière. Donc finalement, ma vie, elle est pas très dure. Et je pense que c'est aussi très probablement lié à une question de méthode. Et donc toute cette méthodologie que j'ai acquis en m'inspirant des gens qui réussissent, en lisant, en me formant, en faisant des rencontres, etc. Ça me rend plutôt joyeux, plutôt satisfait et plus que la performance, je pense.
Avec le recul des années, de quoi es-tu le plus fier, le plus satisfait? Bah ça se rejoint un peu. En fait, je suis fier de ma progression dans mon apprentissage. Je suis encore en apprentissage. Et ouais, je suis à peu près à la moitié de ma vie. J'ai 41 ans. Je suis à la moitié de ma carrière aussi. Je suis assez fier de comment j'évolue dans cet apprentissage. C'était pas forcément gagné au départ. J'ai mis du temps à évoluer correctement et à comprendre réellement ce que signifiait s'accomplir. Aujourd'hui, je sais que je suis dans la bonne voie et ça, j'en suis très fier. Alors, si je fais la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle te fait écho? Rendre possible l'impossible, ouais, bah depuis quelques années, chaque matin, je suis content de me lever. J'ai le cœur léger, j'ai aussi l'esprit de plus en plus serein. Alors plus que la performance que j'ai longtemps recherchée, essentiellement dans le sport d'ailleurs, je suis encore plus satisfait de ce parcours qui m'a permis de comprendre quelles étaient les clés pour être durablement heureux et finalement performant. Et c'est là l'ironie. En fait, je l'avais pas immédiatement compris, mais il y a bien un sens à tout ça. Et donc le sens, fallait commencer par être heureux pour être performant et pas l'inverse. Donc là, c'est aussi la raison qui fait que dans ce que tu appelles le portrait chinois, la joie, ça me semble un bon trait de caractère sur lequel on peut investir parce que de toutes les vertus, c'est peut-être celle qui appellera le mieux toutes les autres. Oui, puis la joie, c'est important d'être joyeux et ça contribue du coup souvent sur le plan mental à l'enthousiasme, c'est important quoi. Très. On va parler un peu de ton mental. Si tu devais définir le mot mental, tu y mettrais quoi dans ta définition? Alors, ouais, le mental, c'est assez abstrait vu comme ça, mais on va essayer de le rendre simple, on va essayer de le rendre évident. Le mental, pour moi, c'est de réussir à contrôler ses pensées, de réussir à contrôler ses attitudes et de réussir à contrôler ses actions. Et dans un seul but, les optimiser. Et donc, avoir un bon mental, ça passe par, à mon sens, ça passe par une capacité à stabiliser ses émotions et à les utiliser à bon escient comme on va dire le meilleur carburant qui soit. Et si souvent on entend le mot bon mental, il a cet athlète a un bon mental. Derrière bon, toi tu mets quoi? C'est quoi un bon mental pour toi? Un bon mental, c'est celui qui stabilisera le mieux l'ensemble, qui arrivera. Alors il y a aussi une question de timing. Parfois on est en déconnexion avec notre intellect et nos émotions. Et en fait, le bon mental, c'est celui qui au même moment arrivera à prendre le contrôle des deux ou alors à stabiliser les deux. Donc au même moment où il stabilise ses pensées, ses émotions, il stabilise aussi ses actions, ses attitudes. Et donc c'est un contrôle ultra optimisé de son ensemble tout en étant suffisamment relâché pour que ce soit un geste souple, ample et qui soit pas altéré par soit des mauvaises émotions, soit un excès d'enthousiasme et donc des trop bonnes émotions. Donc il y a une espèce de stabilité en fait dans la définition du bon mental. Voilà, je sais pas si c'est tout à fait clair, mais bon mental et stabilité, ça va ensemble, je pense. On entend souvent qu'il est important d'être soi-même, mais il y a des gens qui pensent que pas tout le monde a les qualités et les capacités d'avoir un bon mental. On le dit souvent dans la presse, notamment dans le sport. T'en penses quoi, toi? Je pense que c'est archi faux, en fait. Il faut dépasser à mon sens, il faut dépasser ses propres préjugés. Il faut aussi réussir à se convaincre qu'on peut justement entraîner ses propres capacités mentales. D'ailleurs, je trouve finalement assez incroyable de pouvoir penser qu'on peut ne pas entraîner son mental. On le fait bien avec les faiblesses de notre corps. On parvient à corriger par un entraînement physique spécifique. Alors pourquoi ça serait pas possible pour le mental? Donc pour moi, là encore, c'est aussi une question de méthode et de se laisser la possibilité de le faire. Donc tu parles de préparation. Est-ce que tu te prépares toi mentalement et si oui, comment tu t'y prends? Alors je vais probablement étonner beaucoup de monde, mais je suis de plus en plus convaincu qu'on accorde trop d'importance à la volonté dans ce qu'on pourrait appeler l'équation du succès. En fait, entre les deux, je crois beaucoup plus dans la créativité ou l'imagination. Et c'est ce que les sportifs, les champions appellent la visualisation. Donc ceux qui font du sport à haut niveau, ils sont peut-être un peu plus familiers de ce qu'est la visualisation. Et en fait, ces gens-là, ils se projettent et ils visualisent leur succès. Et en vrai, ce n'est pas le succès en lui-même qui visualise, c'est plutôt l'émotion qui va leur procurer ce succès. Donc on peut faire, je sais pas si les gens qui écouteront ce podcast veulent bien aussi se prêter à jeu, mais on pourrait par exemple
faire un exercice simple pour tous ceux qui écouteraient ce podcast. L'idée, ça serait d'imaginer qu'il est l'heure d'aller se coucher et que on est fatigué, que demain il y a une journée cruciale avec des enjeux importants qui nous attendent. Donc on a besoin d'être en forme, on a plein de choses qui reviennent à l'esprit au moment d'aller se coucher. On fait un peu le bilan avec ce qu'on a fait de la journée, où on en est, ce qui nous attend, etc. Et donc on a beau y mettre toute la volonté du monde pour essayer de s'endormir, on n'y arrive pas. Et pourquoi ? Parce que on ressasse, on repense à tout un tas de choses, et en fait ça excite et ça nous aide pas à vouloir dormir. Et pourtant on a bien la volonté de vouloir dormir. On sait que demain c'est important, on veut, et on investit tout sur la volonté, et pourtant on n'y arrive pas. Et en fait, pourquoi ? Parce que je pense qu'on a misé sur le mauvais cheval. En fait, il fallait mieux miser sur l'imagination. Et en fait, des deux, c'est bien celui qui paisiblement s'imaginait endormi, qui s'est endormi le premier. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est projeté vers cette émotion agréable, et c'est devenu une évidence. Et donc pour moi, la préparation mentale, si je dois la résumer, plus que toute cette terminologie qui s'associe à la volonté, à la pugnacité, au courage, etc., etc. Je pense que l'imagination et donc la créativité, c'est quelque chose qui est encore plus efficace, encore plus bénéfique. Et ça se prépare. Et pour moi, la préparation mentale, elle passe par justement cette capacité à être créatif et imaginatif. Je suis bien d'accord avec toi. Souvent, ça passe, on pourrait dire même de la projection mentale, c'est-à-dire se visualiser à faire ce quoi, en tout cas le résultat vers lequel on tend pour pouvoir, et en l'imaginant, souvent on se crée ces actions dans sa tête qui vont nous permettre d'y arriver. Dans cette illustration, beaucoup de cyclistes, je connais bien le vélo, je connais bien la course à pied, et beaucoup de cyclistes à l'entraînement reproduisent ce geste de victoire bien connu qui consiste à lever les bras quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est aussi de l'imagination, ça, quelque part, et ce geste, en fait, il est beaucoup plus sain qu'il n'y paraît. Et lorsque l'apprenti victorieux ou l'apprenti champion prépare ce geste, quelque part, il fait déjà de la visualisation, et ça devient une évidence pour le jour J, et je pense que c'est très très bien de le faire. Je suis convaincu que c'est la bonne méthode. Du coup, j'enchaîne sur la question juste après. Du coup, l'enthousiasme est primordial pour le mental. Donc, lever les bras, c'est quelque part, c'est s'entraîner à être enthousiaste dans la vie. Ouais, mais ça me semble évident. En fait, la dimension émotionnelle, elle est ultra importante. Je pense que si on doit donner un sens aux choses, c'est d'ailleurs le premier des éléments. Donc c'est un peu la question effectivement de tout à l'heure. Faut-il être performant pour être heureux, ou faut-il être heureux pour être performant ? Il y a un sens. En fait, comme on dit à la maison, c'est il faut kiffer, quoi. Et il est là le carburant. Le carburant, c'est d'être heureux, joyeux, et ça passe par là. Et c'est bien la quête du bonheur et la joie et être heureux qui va derrière permettre d'être possiblement performant. Est-ce que tu penses qu'il est important de se connecter avec soi-même ? Oui. Alors sauf que la plupart du temps, ça demande quand même du temps. Par contre, c'est clair qu'il y a un vrai bénéfice derrière. Donc se connaître soi-même, ça va permettre de mieux apprécier ce que nous sommes. Ça aide à rester concentré sur ses objectifs. Ça permet d'avancer sans se soucier des autres, sans se soucier de notre rang dans un classement, sans comparaison, sans se dire je suis moins bon que lui, ou elle est meilleure que moi. Et en fait, quels que soient les obstacles qu'on rencontre. Et l'idée, c'est tout d'abord d'être honnête avec soi-même, d'accepter ce que nous sommes, d'accepter le patrimoine héréditaire que nous ont légué nos parents, de connaître réellement nos forces, mais aussi, et c'est ça qui est très très important, de connaître aussi nos limites et nos faiblesses pour mieux prendre le contrôle des potentiels risques ou potentielles menaces, et donc après de garder plus que les opportunités et les bénéfices. Est-ce que toi tu utilises des techniques pour à un moment donné, quand tu as besoin de te remettre dans ta coquille et te connecter avec toi ? Ouais, j'essaie. Alors, depuis quelques années, j'ai une tendance à me délester, à m'encombrer le moins possible. Et un truc assez méthodique, j'essaye de résumer mes objectifs en un mot, ou au plus long en une phrase. Et donc, quel que soit le contexte sur lequel je suis investi,
Donc, par exemple, dans le travail, il peut y avoir plusieurs choses qui me sont demandées, ce qui fait que ça fait beaucoup de tâches, beaucoup de confusion aussi. Quand je commence à être dans un espèce de brouillard comme ça, j'essaye de simplifier et de résumer ma mission au quotidien en une seule phrase. Et donc ça, c'est quelque chose qui me rassure et qui me permet de ne pas perdre de vue l'objectif et réellement de ne pas m'éloigner de ce fil conducteur. On va enchaîner sur la confiance en soi, le droit à l'erreur. J'ai envie de te poser la question, comment s'est construite ta confiance en toi? C'est avant tout de l'expérimentation. Donc, ce n'est pas inné. J'ai appris dans un premier temps à m'aimer, en commençant par accepter ce que je suis, et notamment en acceptant mes lacunes, mes faiblesses. Et j'ai aussi appris à apprécier les situations nouvelles, les changements, les nouveautés, les modifications, le deuil, et à être d'accord avec moi-même pour dire que je ne pourrai jamais changer les choses, que je ne pourrai jamais changer les gens, mais que je serai pour toute ma vie libre de changer ma propre vision des choses et des gens. Et ça m'a rendu tellement libre que j'ai eu l'impression de découvrir un super pouvoir. Pour moi, c'est le plus beau trésor que la vie m'ait donné, cette liberté d'imaginer les choses et les gens comme j'ai envie. Et je pense que c'est la plus belle découverte de toute ma vie. Est-ce qu'il faut se donner le droit à l'échec, le droit à l'erreur? Tout le monde connaît l'expression tomber pour mieux se relever. Et donc, je suis encore plus convaincu que les victoires sont des mauvais professeurs. À mon sens, c'est l'échec qui nous enseigne le plus. Alors, peut-être au lieu de vouloir l'éviter à tout prix, il faut au contraire apprendre à l'accepter pour mieux réussir sa vie. Et autre chose que j'ai remarqué avec l'échec, quand on réussit ses échecs, et j'ai bien dit réussir ses échecs, on s'ouvre aux autres et avec beaucoup plus de tendresse et d'humilité. Et en fait, le cadeau, c'est qu'on comprend mieux. On comprend mieux les gens, on comprend mieux les choses. Oui, c'est vrai que, en tout cas, l'échec est formateur et amène souvent à des plus grandes réussites après. Mais il faut être patient. Faut être patient, faut aussi probablement s'entourer et observer ces gens qui réussissent. Et en fait, ces gens qui réussissent, si on creuse, ils échouent. Et quelque part, ça rassure. Et souvent, ils échouent beaucoup. Mais ça, ils échouent beaucoup, ouais. Comment tu fais pour garder ta confiance quand tu dois subir des échecs? C'est comme le deuil, il faut respecter les étapes. Ce que j'ai remarqué, c'est que de toutes les façons, on passera tous par cette même courbe d'émotions, le choc, le déni, la colère, la tristesse, la dépression. Puis à un moment donné, on remonte la pente. Donc on accepte, on pardonne, on trouve un sens nouveau et on retrouve ce qu'on pourrait appeler la sérénité. Et donc on passe tous par ces émotions, mais ce qui va nous différencier les uns des autres, c'est le temps qui espace chacune de ces étapes. Et donc plus on est entraîné, plus on sait ce qui nous attend et plus vite on va dans le processus. Et donc, je ne perds pas de vue en fait cette courbe d'émotions que je connais de mieux en mieux. Est-ce que ça t'arrive de te déprécier en cas de difficulté? Et si oui, comment tu fais pour l'éviter? Alors, je vais reprendre une expression de mon père. Alors, mon père, juste pour vous situer qui il n'a pas été longtemps à l'école. Il a pas beaucoup voyagé. Il n'a pas rencontré énormément de personnes non plus, ou en tout cas des gens d'influence. Mais pour moi, c'est mon mentor et c'est probablement la personne qui m'inspire le plus sur Terre. De la bouche de n'importe qui d'autre, ça n'aurait probablement pas fait le même écho, ça m'aurait peut-être même énervé. Mais quand ça vient de lui, ça me rassure. Et son expression fétiche, c'est « il fera jour demain ». Donc, il m'a donné suffisamment de preuves tout au long de sa vie, ou tout au long de la mienne, pour que ça me rassure très vite, et quelles que soient les situations et quel que soit le moment. Et s'il est pas là pour me le dire, parce qu'il est pas toujours avec moi ou dans ma poche, je remets la cassette et je l'entends me le dire. Souvent, nos parents, ils nous disent des expressions et souvent on les garde en tête longtemps et souvent, sans même s'en rendre compte, finalement. Le regard des autres, est-ce que ça te parle? Ouais, évidemment, ouais. Quand tu t'investis dans la compétition et tu fais du sport où il s'agit surtout de se classer dans un rang, ouais, tu fais attention au regard des autres. Est-ce que toi, dans ton parcours sportif ou dans ton parcours professionnel, tu as dû t'affranchir du regard des autres à un moment donné? Je sais pas. Je crois que pour m'affranchir des autres, j'ai dû probablement commencer par accepter mon propre regard.
Donc ça a dû être mon premier travail, si je me remémore bien la chronologie des choses. Donc apprendre à m'aimer, apprendre à m'apprécier. Et aujourd'hui, je suis un peu comme Erasme, le philosophe. J'ignore l'ennui parce que je sais vivre avec moi-même. Et je dis pas qu'il faut absolument devenir narcissique, même s'il faut l'admettre, je le suis un peu. Mais je dis qu'il faut être en accord spirituel, en accord physique et en accord émotionnel avec soi-même. Selon toi, alors, on est toujours dans la thématique du regard des autres, comment faire pour y croire quand personne n'y croit? Ça arrive souvent, j'ai des gens qui sont, tu leur offres un projet et puis ils te disent bon, tu vas jamais y arriver. Il y en a d'autres qui ont essayé, ça a pas marché, donc je vois pas pourquoi toi ça marcherait. Donc c'est un des sujets de discussion les plus récurrents ces dernières semaines. On est encore dans la période de rentrée scolaire. C'est un sujet de discussion récurrent avec mes enfants. Alors ça doit probablement encore être une histoire d'imagination, mais en tout cas c'est le modèle que j'utilise pour les accompagner sur ce sujet. La logique, elle va t'amener d'un point A à un point B, alors que l'imagination, elle t'amène partout. Donc à mon avis, c'est encore une histoire d'imagination. Et donc plus t'es créatif, plus tu te laisses de possibilités. Et donc quand personne n'y croit, je me laisse encore la possibilité d'imaginer et de croire ce que j'ai envie de croire. Donc en gros, c'est croire en sa vision et donner les moyens par des actions de... Ouais, c'est ça, il y a un ordre. En fait, je pense qu'il faut déjà visualiser la direction vers laquelle on veut aller. C'est le premier truc à faire. Et une fois que c'est fait, on trace la route. Et il est possible que pas tout à fait exactement comme avait prévu le GPS, hein, il va peut-être nous faire des détours, mais c'est pas très grave. En fait, ce qui compte c'est la destination, et puis après on se laisse surprendre par là où va nous amener le GPS. Mais première chose, visualiser ce qu'on veut. Travail, on rencontre souvent des gens qui sont assez négatifs, c'est assez récurrent, je trouve. Dans notre discussion d'avant le podcast, j'ai trouvé en toi quelqu'un de foncièrement positif. Comment tu fais pour toi rester positif au quotidien, au travail? Je pense qu'il faut pas rester de manière générale, il faut pas rester sur un problème. Donc, faut faire l'effort de chercher soi-même la solution, en se disant qu'elle viendra pas d'ailleurs. Et un autre truc, faut éviter le langage négatif et les formules dépréciatives. Faut aussi avoir des objectifs réalistes et pas trop démesurés. Le tout, c'est de s'inscrire, je pense, selon moi, dans une démarche de progression et nourrir de la satisfaction. Et en fait, plus que de progresser vite, ce qui compte, c'est de progresser. Et donc, chacun a son rythme. Donc, faut rester dans une atmosphère positive. Faut toujours conserver dans sa poche une petite dose de bonne humeur. Faut aussi, très probablement et très souvent, se faire aider. Donc, c'est ce que j'appelle le réseau de soutien. Donc, avoir un bon réseau de soutien, adopter une bonne attitude et, si possible, le plus tôt possible. Et quand je dis le plus tôt possible, c'est dès qu'on se lève, en fait. Dès le matin, avoir une attitude positive. Relativiser aussi, ce qu'on parlait un peu plus tôt, relativiser aussi sur nos propres échecs, être productif et surtout ne pas procrastiner. Donc quitte à tout programmer et mieux se servir des agendas, mais il faut pas repousser les choses. En fait, faut leur donner une date. Et dernier truc, faut kiffer quoi. Il faut vraiment se faire plaisir. L'agenda, le tien est bien rempli, je sais. Alors, est-ce que tu as des techniques pour rester positif? Je commence par faire du sport tous les matins. Aussi, je m'éloigne le plus souvent des gens négatifs et pessimistes. Alors, s'il y a des gens pessimistes et négatifs qui écoutent le podcast, ils vont avoir peur parce qu'ils vont se dire si on veut discuter avec lui, il va fuir. Mais non, blague à part, ouais, je prends beaucoup de notes sur ce qui m'a rendu heureux dans la journée. Et un autre truc que je fais depuis que je suis adolescent, dans mon agenda papier. J'ai 40 ans, mais je suis pas très moderne. Je suis encore très papier, très stylo, et j'ai un agenda qui m'accompagne depuis que je suis adolescent. On y retrouve tout un tas de choses en fait dans cet agenda. Essentiellement le contenu de mes séances d'entraînement, les sensations qui y sont associées, les choses un peu différentes qui s'est passées dans la journée. Et surtout, chaque dimanche soir, donc avant de tourner la page pour passer à la semaine suivante, je résume la semaine par une citation. Et si je fais le compte, donc j'ai donc 41 ans, je le fais depuis que j'ai 16 ans, ça fait donc 25, ça fait 52 fois 25, ça fait 1300 citations que je connais absolument par cœur. Donc c'est une de mes techniques. Bon, je te laisse déjà réfléchir à la citation que tu en auras pour la journée d'aujourd'hui, parce que si t'en as 1300 à sortir, ça va faire long. Bon, on va aborder la
la thématique de la motivation, donc est-ce que t'as des petits trucs pour te motiver? Bah, je suis pas très original, hein. C'est encore une histoire de projection. Donc, ce qui me motive le plus, c'est de me projeter à l'heure du bilan. Peut-être l'heure de ma retraite, par exemple. Et de me dire, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je regrette? Et en quelque sorte, c'est ça qui me donne immédiatement la voie à suivre. Est-ce qu'il peut donner un sens à son action, selon toi? Ah, bah, ça, c'est un gros sujet aussi dans mon boulot actuellement. Alors, j'utilise d'ailleurs une méthode très simple qu'on apprend dans les écoles de management et qui sert à engager les gens que je coach et qui consiste à définir, mais dans cet ordre très précis, le quoi, le pourquoi et le comment. En fait, l'envie de gérer tel ou tel projet vient pas forcément de soi. Le principal ferment dans tout ça, c'est l'envie. Et l'envie, c'est le sens qu'on donne à l'action. Et donc, en gros, donner du sens pour donner envie. Alors certes, ça prend du temps, mais du temps bien employé si on considère qu'une personne va effectuer son travail correctement que si elle en a envie. Donc cette méthodologie quoi, pourquoi, comment est une méthodologie qui est probablement inspirée des enseignants et des parents, mais qui a beaucoup de sens dans le domaine de l'entreprise notamment. Est-ce que tu fixes des défis? Sans arrêt. Et quand je chasse le naturel, il revient au galop. Donc non, je reste pas longtemps sans défi en fait. C'est une histoire de minutes, je crois. S'il faut se fixer un cap et se donner des intentions. Ah bah, tu mets une citation en réponse à ta question. Nul vent n'est jamais favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il navigue. Belle réponse. Est-ce qu'il faut avoir un plan pour réussir selon toi? Ah bah alors attends, je vais te donner une autre citation. Un rêve sans plan n'est qu'un souhait. Eisenhower. Bon, à chaque question, une citation. Hop, ça, une ressource. On va parler un peu de la gestion des émotions, si t'es d'accord. Ok. Alors, quelles sont tes ressources psychologiques pour gérer la pression? Ah bah tiens, on parlait d'une citation d'Eisenhower. Donc il y a une vieille matrice qui lui appartient que j'aime bien utiliser. Donc c'est la fameuse matrice d'Eisenhower. Si les gens qui écoutent ce podcast connaissent pas, je vais essayer de la simplifier. En fait, c'est une méthode avec 4 cadrans. Donc on peut imaginer une feuille divisée en 4 avec 4 carrés. Donc il y a ce qui est urgent et important en haut à droite. En bas à droite, il y a ce qui est important et pas urgent. En haut à gauche, il y a ce qui est important, pas important mais urgent. Et enfin, en bas à gauche, il y a ce qui est pas urgent et pas important. Alors, ça va être un peu long à expliquer, mais elle est pas parfaite. Et finalement, elle est relativement ardue à utiliser de manière efficace et pertinente, mais elle a le mérite d'implémenter une prise de recul intéressante quant à la gestion de notre denrée la plus précieuse, à savoir le temps. À mon sens, elle nous permet une prise de conscience quant à notre état de stress. Ça arrive quand même assez souvent, notamment qu'on met dans le domaine du sport, mais aussi dans des entreprises qui demandent du résultat. Elle nous donne aussi des clés sur la façon d'appréhender l'urgence, qui est d'ailleurs entre nous le plus souvent toute relative. Donc ouais, c'est une de mes ressources méthodiques, on va dire, pour mieux gérer en fait le stress. Est-ce que tu arrives à rester serein et garder ton sang-froid en toutes circonstances? Et si oui, comment tu t'y prends? Bah, j'essaye le plus souvent de me dire que rien n'est vraiment dramatique. Rater un objectif, ça n'a rien de très grave en soi. Perdre de l'argent aussi. Même être à découvert, finalement, personne va mourir. Donc, à part, même pour les enfants, avoir une mauvaise note non plus, c'est pas non plus dramatique. Perdre son travail, finalement, il peut y avoir pire. Alors, à part l'issue morbide, le reste, on va dire que ça se gère. Est-ce que tu as des techniques pour toujours avoir un bon mental et réguler tes émotions au quotidien? Alors, en fait, depuis que je suis adolescent, je fais un travail là-dessus. Au début, j'étais surtout inconscient, mais en réalité, j'essaye toujours de décoder mes émotions. Et surtout celles vécues en situation de stress. Donc, ça me permet... Alors, ça va pas me permettre de les fuir, mais ça me permet de les accepter et du coup de lâcher prise. Donc ça, c'est une de mes techniques aussi pour avoir un bon mental et autoréguler ce que tu appelles les émotions. Est-ce que tu as déjà connu de la pression ou du stress? Et si oui, comment tu fais pour gérer cette pression? Bah, le stress, oui, c'est quasi quotidien, mais je pense qu'il faut relativiser et il faut aussi lâcher prise. La plupart du temps, on veut trop combattre. C'est un peu comme les TOC, pour les gens qui ont des TOC. Donc, on sait comment il est impossible de lutter contre ses propres TOC. Et finalement, je pense qu'on en a tous au moment où on se focalise dessus. Bah, autant les utiliser. Et donc, la pression, finalement, c'est de l'énergie. Et il doit bien y avoir un sens positif pour l'utiliser. Donc, ça sert à rien de bagarrer
Si c'est là, on va essayer de vérifier comment on utilise ce que les psys appellent le stress optimal ou optimum, je sais pas comment on dit, mais c'est de l'énergie, il faut apprendre à l'utiliser. As-tu des techniques pour surmonter ton stress? Ouais, j'en ai pas mal. L'histoire de la matrice d'Eisenhower déjà, avec la dimension d'urgence et d'importance. Et finalement, on se rend compte que l'urgence, ça vient surtout de l'extérieur et que finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et que ce qui est le plus important, ça génère finalement peu de stress. Donc, non, je fais un tri. J'essaye de faire un tri. Et le plus souvent, consciemment ou inconsciemment, par cette logique urgent important. Psychologie de la performance, on apprend à se focaliser sur ce qu'on peut contrôler plutôt que sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Est-ce que c'est ton cas? Attends, tu peux me répéter ça? Et en psychologie de la performance, on apprend à se focaliser sur les éléments qu'on peut contrôler et à se détacher des éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Est-ce que c'est ton cas? Quand je suis disponible, et quand je dis disponible, je parle de disponible émotionnellement, c'est effectivement une de mes techniques, mais dans la vraie vie, il faut admettre que ce n'est pas inné et que c'est un effort. Donc on est papa, on est mari, on est athlète, on est collègue, on est coach, bref, on est multitâche ou on est multidisciplinaire et souvent ça complexifie le tableau. Et donc notre capacité à nous focaliser sur ce qu'on peut contrôler, parce que ça fait beaucoup d'infos en même temps, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps, et finalement c'est pas possible. Et donc si on reprend une expression de mon père, donc mon père c'est vous savez celui qui a le bon sens paysan, il dit aussi souvent à ma mère qui veut faire autre chose, il lui dit le multitâche nuit gravement à l'efficacité. Donc je pense qu'il faut faire une chose à la fois et bien. Le multitâche nuit gravement à l'efficacité. Je vais le garder en tête. Alors, on va parler un peu de concentration et de détermination. Alors, comment tu fais pour être concentré et surtout le rester? Je pense que je suis pas très bon pour rester longtemps concentré. Donc, je peux effectivement rester concentré. Je peux concentrer 100%, voire 110, 120% de mon attention sur quelque chose. Ça, je sais le faire, mais sur une courte durée. Alors, depuis que j'en ai pris conscience il y a déjà quelques années, on va dire que je le fais par séquence. C'est pas Tu fais une tâche, et même à la limite, tu vas programmer plusieurs tâches pour pouvoir te concentrer pleinement sur chaque. Mais c'est pareil, c'est une technique que j'avais observée chez des gens qui partageaient cette similarité, et j'ai vu des résultats concrets. Ça donne des preuves de succès, et finalement, t'appliques la méthode, ouais. On entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Tu en penses quoi? Alors, je suis pas quelqu'un de très talentueux, ça je le sais, mais finalement tant mieux parce que ça m'a appris la persévérance. Et donc encore mieux que la persévérance, la constance. Et en ce sens, je suis capable de répéter laborieusement 1000 fois le même geste 1000 jours de suite, et au bout du bout, rendre très possiblement un résultat meilleur que celui qui avait lui-même le talent au départ. Je te donne un truc, j'en parlais hier avec un ami, qui est en train de changer d'activité. On parlait justement de la constance et de la capacité, soit l'abnégation, la persévérance, etc. Et je mets un point d'honneur à, je fais, depuis que je suis adolescent, j'ai un rituel d'exercice physique le matin. Je fais de la mobilité pendant 20 minutes depuis presque 20 ans. Et je me suis promis, de quoi qu'il arrive, de pas arrêter. Il y a tellement de bénéfices que je me suis promis de pas arrêter. Et même le jour de Noël, où tout est réuni où il y a tout qui fait que tu vas le faire, c'est ce jour-là sur lequel j'investis le plus, parce que je sais que si même le jour de Noël je le ferai, ça donne le ton pour le reste de l'année. Je sais que derrière je lâcherai pas. Donc tu dois rendre avec le Père Noël pour faire tes étirements. Ouais. Il est pas bon en mobilité d'ailleurs. On était sur le fait de ne rien lâcher. Donc tu nous as parlé de constance, tu nous as parlé de talent. Juste avant le podcast, on avait parlé du talent et on avait eu une conversation hyper intéressante, et notamment sur une étude qui a été faite aux États-Unis dont tu m'as parlé, sur le fait qu'on est avec des prédispositions et que le talent n'existe pas. Pourrais nous en dire un petit mot là? Je pense que ça intéresserait vraiment beaucoup les auditeurs. Ouais, alors la vérité c'est que on fait focus sur le talent, sauf que c'est un peu comme un iceberg. En fait, le talent c'est la partie émergée de l'iceberg, et on voit pas très bien ce qui se passe de façon émergée.
Donc, si j'essaye de le décrypter, je pense qu'on part surtout avec des aptitudes au départ ou des capacités, mais pas des talents. Et qu'en fait, l'équation, ça va être cette capacité ou cette aptitude, tu la définis comme tu veux, multipliée par les efforts. Et là, effectivement, au bout, on arrive à avoir du talent. Et après, le talent lui-même, pour qu'il nous amène à du succès, tu le remultiplies encore, parce qu'on a fait déjà dans le premier calcul, l'effort. Donc tu remultiplies le talent par les efforts et tu obtiens le succès. Et en fait, quand tu t'intéresses réellement à ces deux équations, ce qui t'amène à ce que tu veux, donc le succès qui se définit en fonction de chacun par ce que tu veux, accomplissement ou autre chose, bah tu te rends compte que à chaque fois le facteur multiplicateur c'est l'effort. Et donc s'il fallait investir sur quelque chose, c'est bien sur les efforts sur lesquels il faut investir. Et donc après reste à nous de comprendre ce que ça signifie effort et qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour stabiliser en fait cet effort. Donc là c'est la constance et pour se motiver et sachant aussi qu'il y aura une dimension qui va être difficile parfois à appréhender, c'est que dans la constance, il peut y avoir quelque chose qui ressemble à la monotonie. Donc si on dit il faut que tu reproduises tous les jours le même geste à la même heure, 365 jours dans l'année et autant d'années qu'il y a dans ta vie pour obtenir ce que tu veux, tu risques d'avoir du monde qui abandonne. Et en fait, à cet endroit précis, c'est encore la créativité qui va le plus compter et à savoir ta capacité à apporter de la nuance dans la répétition de ce geste. Et donc cette nuance ou cette capacité à amener des saveurs différentes dans ce que tu fais appelle encore une fois à l'imagination. Je sais pas si c'est très clair, c'est parfois un peu abstrait, mais en gros, si on doit résumer, effort et créativité, voilà les deux vertus sur lesquelles. Si on synthétise, on est avec des aptitudes et puis on est amené à les développer par la répétition et le travail pour faire fructifier son talent et ensuite l'excellence. Là, ça demande de la répétition, des efforts. Rien n'est gagné, sauf des éventuelles aptitudes qu'on a au départ. C'est ça. Comment tu définirais l'autodétermination ? Je dirais que c'est être acteur de sa vie, de gouverner son existence sans influence externe et à la juste mesure de ses propres capacités. Donc en clair, avoir le pouvoir de décider pour soi-même. Et si tu peux nous parler de ta détermination à toi, comment tu la caractérises ? Je dirais que ça fait pas tout, mais c'est une des clés qui actionne mes quelques aptitudes et autres compétences, qui me donne le ressort nécessaire pour parfois plus exceptionnellement exceller dans ce que je fais. Et c'est elle qui fixe mes moyens, dont ma volonté, le dépassement de soi, et dans un seul et unique goal qui est atteindre mes objectifs. Je pense que la détermination est une donnée importante de la force mentale. Pour moi, la détermination, c'est la volonté. Alors que la force mentale, c'est la créativité. Et donc, à choisir, je préfère être créatif et donc parier sur ce que t'appelles la force mentale. Pour moi, c'est deux terminologies qui sont à distinguer. Tu fais du vélo et de la course à pied, plutôt un très bon niveau. On en a pas trop parlé, mais bon, t'as quand même tué où tu as été en équipe de France, il me semble. En tout cas, en course à pied sur des longues distances. Si je me trompe, c'est bien ça? Alors pas tout à fait, mais j'ai un beau parcours que j'ai obtenu sur le tard, sur le longue distance et d'ailleurs le très longue distance jusqu'à obtenir une 3e place au 100 km de Millau, qui est un peu la mecque de l'ultra, on va dire. Pour le point culminant entre guillemets de cette carrière sportive, ou en tout cas cette carrière de coureur à pied. Ceci dit, j'espère que c'est pas fini et qu'il y aura d'autres choses au moins tout aussi bien dans un futur proche. Dans un podcast précédent, j'ai eu la chance d'interviewer Nawel Passera, qui est ultra trailer sur de très longues distances. C'est de l'endurance de montagne. Et je lui posais la question s'il fallait apprendre à supporter la douleur pour progresser. Et j'ai envie de te poser la même question. Ouais, c'est une bonne question. Alors, je dois admettre que ma vision, elle est progressivement en train de changer à ce niveau-là. Et justement, c'est la course à pied qui me l'a le mieux enseigné. Disons que par le passé, j'ai souvent associé la progression à la douleur. Donc, en clair, se faire mal pour se donner les moyens de réussir, de progresser, et en clair, de devenir meilleur. Soit meilleur que soi, soit meilleur que les autres.
peu importe, mais en tout cas de progresser. Je me suis de plus en plus convaincu qu'il était aussi possible de progresser avec du plaisir et en ne cherchant que son confort. Donc ça, c'est nouveau et je pense que ça peut rassurer beaucoup de monde aussi de le savoir. On arrive sur la fin du podcast. Si il y aurait en tout cas des conseils ou des choses importantes à dire à des jeunes qui nous écoutent ou à des passionnés comme toi qui font de la course à pied, ou aussi je sais que t'es aussi tu fais beaucoup de vélo, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Il faut que j'essaye de rester humble quand même et à ma place, mais alors, déjà perso, il y a longtemps que j'ai arrêté de me croire moins chanceux ou moins capable que les autres. Donc j'observe surtout et j'essaye aussi souvent que possible d'analyser le comportement de ceux qui réussissent. Donc j'essaye de les comprendre, j'essaye de vérifier ce qui fait qu'ils ont du succès. Et l'idée en dessous ça, c'est pas de m'approprier leur propre projet ou leur propre rêve, mais plus de m'inspirer de leur manière de réussir. Donc ça, c'est une première chose. Et après, la seconde chose, je pense qu'il faut apprendre l'acceptation de soi. Quand t'es jeune, c'est moins évident. Tu te cherches un peu et donc il faut apprendre ses propres mouvements intérieurs et en clair une écoute bienveillante de nos besoins, mais de nos besoins les plus profonds, ce qui est le plus important au fond de notre cœur, sans regarder ce qu'il dit ou sans se laisser influencer, et donc apprendre à communiquer entre soi et soi, s'accepter tel que nous sommes et ne plus avoir peur d'apprendre, de changer et de grandir. Bon, et notre dernière question avant de terminer. Donc, tu vas devoir choisir parmi tes 1300 citations et nous dire quelle est la citation du jour pour toi et peut-être la citation que t'aura inspiré le podcast. Alors, ouais, effectivement, c'est mon quotidien depuis mon adolescence. Donc, j'ai grandi avec une citation nouvelle par semaine et je peux te dire que j'en ai un paquet. Là, en fait, faut que je rembobine la cassette, que je réfléchisse à ce qu'on s'est dit et comme ça, je te dirais peut-être que celle qui résumerait le mieux le sujet du jour, on va l'emprunter à Einstein. Et il disait, tout le monde aime Einstein, c'est peut-être le gars le plus populaire qui ait jamais existé. Et il disait, la logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera partout. Bon, super. En tout cas, j'espère que le podcast amènera les auditeurs à imaginer et à être créatifs et on va dire à s'inspirer de toutes les interviews qu'on fait depuis le début. Jeff, je vais te remercier pour le temps que tu nous as accordé et je te dis du coup à très vite. Merci infiniment Sébastien. Merci aussi infiniment pour la qualité de tes questions. J'ai vite compris où tu voulais m'emmener et t'as pas loupé, tu m'as bien emmené là où tu voulais m'emmener. Et j'espère que tous ceux qui écouteront le podcast prendront autant de plaisir que moi j'ai pris à répondre à tes questions. Et encore bravo pour ce que tu fais parce que je trouve ça super chouette et je continuerai autant que tu le feras à écouter tous les podcasts parce que j'en apprends à chaque fois encore davantage. Donc merci beaucoup Sébastien. C'était Jean-François Tatard, athlète, coach de vente et consultant sportif pour l'épisode 7 du podcast Parlons de votre mental. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.